Survivante d'innombrables tempêtes, Calypso connaît bien la fureur du vent. Elle qui, depuis 35 ans, a affronté la force monstrueuse des tornades qui balaient l'océan. Il y eut des heures d'angoisse. Câbles de secours lancés aux hommes pris dans un cyclone. Radeaux de sauvetage jetés à la mer tandis que la lame, aiguillonnée par le vent, donnait l'assaut. Pour le commandant Cousteau, c'est 55 ans de défis lancés aux rafales, tornades, moussons ou blizzards polaires. À l'image des coureurs d'océan d'autres siècles, Cousteau et son équipe luttent contre cette formidable puissance. Éole, dieu des vents qui présidait au destin des hommes de la haute mer. Depuis longtemps, Cousteau rêve de faire de ce vieil ennemi un allié. En char à voile, son équipe a sillonné le désert, des confins du Sahara aux franges de l'Atlantique, pour y étudier la faune marine. C'est à bord d'un voilier que Cousteau et son fils Philippe ont étudié les oiseaux de mer du Pacifique. Aujourd'hui, Cousteau veut abandonner la traditionnelle voile de toile pour une étrange nouvelle voilure, faite de métal. Au cours d'essais sur maquette, Cousteau et le professeur Lucien Malavard constatent que leur invention est bien plus efficace que les voiles traditionnelles. Une nouvelle race de voiliers vient de naître. Cousteau appareille, cette fois non plus pour explorer le fond des mers, mais pour révolutionner la navigation en apprivoisant son vieil ennemi, le vent. Dans sa quête ancestrale à sillonner la mer, l'homme a inventé toutes sortes de navires. À rame, à voile, à vapeur, à moteur, à propulsion nucléaire. Aujourd'hui, un nouveau type de bateau va subir l'épreuve du large. Un voilier avec une incroyable voilure. Sur le quai de Tanger, au Maroc, on salue le départ du moulin à vent. Autrefois, de ce havre très ancien, des bateaux levaient l'ancre pour la Phénicie, Carthage ou Byzance. Aujourd'hui, Cousteau et son équipe mettent la voile pour traverser l'Atlantique. Mais en fait de voile, le seul moyen de propulsion qu'ils entendent utiliser est une colonne tubulaire qui s'apparente davantage à un phare qu'à une grande voile. 12 octobre, la réalité prend le pas sur les rêves. Pour l'équipe Cousteau, cette odyssée de 4000 milles marins représente l'ultime test auquel sera soumise leur invention. Ce catamaran d'occasion, Cousteau l'a acheté pour éprouver grandeur nature l'engin bizarre qu'il nomme turbovoile. Pour obtenir du vent la poussée maximum, il faut orienter le cylindre comme une voile classique. Mais au lieu de tirer sur des écoutes et de virer au cabestan, Cousteau effectue la manœuvre depuis le cockpit, simplement du bout des doigts. Pour prouver la puissance des turbovoiles, Cousteau a fait poser les scellés sur les moteurs pour toute la traversée. La théorie sera soumise aux épreuves de la réalité maritime. Arbitre impartial, l'ordinateur de bord enregistrera une impressionnante série de paramètres. Cousteau a baptisé son bateau expérimental Moulin à vent. Ce nom est d'autant plus approprié qu'il est aussi celui d'un des vins favoris de l'équipage. De chaque côté de la turbovoile s'étendent des bandes perforées verticales qu'un volet peut obturer alternativement.
Lorsque le côté soulevant est découvert, cela permet au ventilateur placé au sommet du cylindre creux d'aspirer l'air qui s'écoule le long de la structure. Si le ventilateur est stoppé, les filets d'air se séparent de l'arrière du profil et créent des remous tels qu'on le montre au bassin d'essai. Même dans ce cas, le cylindre est 2 fois plus efficace qu'une voile classique. Mettez le ventilateur en route! Lorsque le ventilateur est activé, les filets d'air sont plaqués à la surface, les remous disparaissent et la poussée du vent s'exerce sur une plus grande surface. Le système devient alors 5 à 6 fois plus efficace qu'une voile ordinaire. Sur ce bateau, pas comme les autres, l'équipage se partage les rôles les plus inattendus. Bertrand Charrier, co-inventeur de la turbovoile avec Malavar et Cousteau, devient jardinier. Dans une serre miniature, il cultive tomates, laitues, concombres et radis. Produits frais qui seront bien précieux au milieu de l'Atlantique. Elles sont mal en point, celles-là. Aujourd'hui, je ne me suis pas rasé. J'ai encore sommeil. Je suis heureux. Tout ça parce que depuis hier, nous sommes en mer. Le vent atteint 30 nœuds et le moulin à vent taille sa route à 9 nœuds. Enfin, le grand large est le genre de vie que nous aimons. Toute l'équipe a retrouvé la camaraderie et les chansons qui ont forgé l'esprit de la Calypso. Un petit oiseau brun se pose sur le pont. Petit oiseau, que fais-tu ici? La terre la plus proche est à 1000 kilomètres. Tu te prends pour un albatros. Quel coup de vent a bien pu t'arracher à ton nid? Cherchant un abri, le petit vagabond pénètre par un panneau resté ouvert. Je le trouve posé près du jardin, à tribord. Il pépit faiblement, puis se tait. Tu reviens de loin. Épuisé par un vol interminable, il refuse de manger et même de boire. Je sens qu'il a bien peu de chances de survivre. Pourtant, il se réfugie près de moi. Alors, je rêve d'en faire un ami qui adopterait notre bateau. Il est léger, gentil comme une brise. Nous l'appelons Zéphyr. Quand je siffle doucement, il tourne sa petite tête vers moi. Il me regarde. Je sens qu'il a confiance en moi. Zéphyr passe la nuit contre moi, dans mon sac de couchage. Le lendemain matin, je le dépose dans le jardin et je monte sur la passerelle. Mais fatigué, dépaysé, notre mascotte n'en pouvait plus. 2 heures plus tard, je trouve sous une feuille de salade mon petit ami Zéphyr
qui avait renoncé à vivre. Pendant 2 semaines, c'est le calme plat. L'équipage est frustré et le bateau est presque encalminé. Mais la 3e semaine, par un petit matin frais, le vent se lève, la mer forcit, et dès le milieu de la matinée, des vagues courtes mais furieuses ébranlent le bateau. Cet après-midi, les prémices du danger apparaissent. Cousteau découvre à la base de la turbovoile une fissure qui s'agrandit. Le haut cylindre, soudé sur une plateforme tournante, est en train de se désolidariser de sa base, tandis que la double coque du catamaran tosse dans une mer agitée. Bertrand Charrier évalue froidement la situation. La turbovoile risque de s'abattre et de basculer par-dessus bord. Écoutez, il faut faire quelque chose. Quelque chose, il faut utiliser cette journée pour faire quelque chose. Si ça pète, ça pètera, mais c'est une bénédiction du ciel de cette journée. Essayons d'en faire quelque chose. Il faut aller vite. Bon, il y a une solution aussi avec des câbles, hein, quand même. Toute la nuit, Talon et Charrier tendent des câbles d'acier pour aubaner le cylindre par l'intérieur. Le moulin à vent est en plein milieu de l'Atlantique. Il n'y a rien d'autre à faire que d'aller de l'avant. Pendant quelques jours, il fait beau sur l'Atlantique. Le moulin à vent, avec son mât blessé, étayé de câbles d'acier, poursuit bravement sa route, sans incident. Notre jardin flottant a maintenant 1 mois. Nous en fêtons la première récolte. S'il est vrai que le résultat n'est pas très impressionnant, pour Cousteau, cette minuscule serre symbolise aussi la puissante source d'énergie enfin domptée. C'est le même soleil qui enfante le vent et fait mûrir les tomates. Il faut demain ou après-demain, on verra. Quand on aura faim. C'est à Bertrand Sion, chef plongeur et chef cuisinier, que revient l'honneur d'en confectionner une modeste salade. On se raffinera un peu. Sion n'est pas vraiment impressionné et continue de préparer une grosse omelette. Et ça fume. Regardez, ça fume. C'est les légumes du jardin? Non, non, pas exagéré. Allez, attends. Comme en famille, Cousteau sert lui-même les 6 membres d'équipage. Chacun d'eux est un ami et aussi un spécialiste. Talon le mécanicien, Voilà. Pas un gros morceau, mais on s'en Sion le plongeur, Breslin opérateur et plongeur, Guy Joisse officier radio et ingénieur du son. Suivant. Ainsi passe le temps, avec l'aide de quelques vents sporadiques, la menace sourde du cylindre blessé et les longues soirées tranquilles où il y a peu à faire, sinon rêver, lire des poèmes ou jouer aux cartes. Nous avons rêvé jusqu'au bout le lait d'un oncle ou d'une tante. Rien ne vient. Notre cerveau bout dans l'idéal, feu qui nous tente et nous mourrons. Restent debout ceux qui font le tour de la rampe. Et vite, il va falloir éteindre, hein. Oh, encore, on finit, commandant. On finit. Ouais, bon. Bien que tous partagent les mêmes quartiers de nuit, chacun a ses petites habitudes. Guy Joisse, le comique de la bande, a apporté son hamac. Il y a mon bois de nuit sur ta planète. Hein. Je me demande si tu vas Je vais l'essayer quand même. Hein? Toute nuit, je me demande si tu vas pas tomber dessus. C'est peut-être ce soir. C'est sportif, hein? Dessous de lui, Talon se prépare à une nuit dangereuse. Moi, je vais craquer. Le taux, Bon, c'est ben, qu'il me j'éteins, descende. hein. Je suis dedans, je bouge plus. Qu'il me descende pas sur le ventre. J'éteins, hein. Les nuits ne s'achèvent pas toutes paisiblement. Voilà qu'il va falloir négocier un orage avec son cortège de bourrasques et de vagues menaçantes.
cours de la nuit, voyant venir le coup de vent, Cousteau a changé de cap pour chercher un abri sous la petite île Salvage. Un Zodiac part à la recherche d'un mouillage. Ici, la houle levée par la tempête affronte la barrière naturelle des récifs entourant l'île, ce qui engendre un ressac redoutable, interdisant l'accès de l'île aux voiliers. En quête d'un passage vers des eaux plus calmes, Charrier et Sion ont un aperçu inquiétant et spectaculaire du moulin à vent, alors que leur petit Zodiac se trouve pris dans le cycle sournois d'énormes déferlantes. Les récifs frangeants de l'île Salvage ne livrent aucun accès facile à un abri sûr. Manœuvrant prudemment, l'équipe atteint une petite anse abritée du côté sous le vent et jette l'ancre par 10 mètres de fond. Allez, dans la baie. Préparez à mouiller, là. Allez, mouille. Lambeau de terre déserte, l'île Salvage a toujours représenté un danger pour la navigation en Atlantique. Les récifs immergés sont traîtres et ont coulé bien des vaisseaux égarés ou qui cherchaient refuge. Parti en reconnaissance, Sion découvre sur le rivage des reliques de navires naufragés et même le squelette rouillé d'un cargo bloqué entre des roches à fleur d'eau. C'est un peu petit quand même. Ah oui. Zodiac Mark II, c'est pas suffisant. Pour Cousteau, cette escale imprévue sera l'occasion d'une brève visite au calme qui règne au sein des eaux balayées par le vent, dans l'ambiance recueillie des cimetières marins. Cette plongée a permis un moment de diversion, mais Cousteau est rongé d'une inquiétude croissante. Calme plat, coups de vent et avaries ont allongé le voyage. Le moulin à vent pourrait être pris au piège. La saison des tempêtes ne va pas tarder. L'équipe décide de faire route sans délai, filant 9 nœuds par brise régulière. L'efficacité de la turbovoile dépasse les espérances. Mais bien que l'engin ne donne aucun signe de faiblesse, Cousteau reste préoccupé par les réparations de fortune qui maintiennent la turbovoile. Allô, Calypso de Moulin à Vent, Calypso de Moulin à Vent. Au milieu du voyage, Cousteau appelle son fils Jean-Michel à bord de la Calypso. Celle-ci fait route vers le moulin à vent, apportant les équipements de soudure pour de plus sérieuses réparations de la turbovoile.
D'après les points, les deux bateaux ne sont plus qu'à 1 jour de route. À l'idée de revoir sa vieille amie Calypso, l'équipe du moulin à vent, ironisant sur sa situation précaire et son mât branlant, revêt sa tenue d'apparat. Les retrouvailles du père et du fils et des deux équipes sont observées de loin par Simone Cousteau qui, décidément, préfère sa fidèle Calypso au drôle de bateau de son mari. Afin d'éviter de compromettre la mission, les réparations doivent être effectuées d'urgence, si possible en cours de route. Pour simplifier les manœuvres, Calypso prendra moulin à vent en remorque. Cela étant fait, un réservoir d'argon et un poste à souder l'aluminium sont transférés à bord du moulin à vent. C'est ce qu'il faut. 1 mm 5, il faut faire 3 passes. Ainsi qu'un câble d'alimentation électrique qui est filé par la Calypso. En dépit des mouvements imprévisibles du navire, le mécanicien de Calypso, Paul Martin, fait de son mieux pour renforcer les soudures de la turbovoile. Bien que réconforté par cette opération, Cousteau est conscient que 34 jours se sont déjà écoulés. Bien plus que prévu. Et il sait aussi qu'à la mi-novembre, les tempêtes en Atlantique sont fréquentes et souvent sauvages. Le 14 novembre, le moulin à vent entame la dernière partie de son voyage alors que le temps se gâte. À l'écoute des prévisions météo, Cousteau, Charrier et Joisse reçoivent de mauvaises nouvelles. Un ouragan s'annonce, ne leur laissant qu'1 ou 2 jours de répit. En attendant, les vents forts qui précèdent la tempête nous donnent l'occasion d'éprouver le renforcement de notre turbovoile. Autour de nous, la mer se creuse. Ébranlée par des vagues de 5 mètres et un vent de 45 nœuds, la turbovoile nous emporte à plus de 11 nœuds, plus vite que la Calypso. Je me sens pris au jeu de cette course en haute mer qui me rappelle les régates de ma jeunesse. Vague après vague, nous rattrapons Calypso. Malgré notre coque balourde, nous semblons souffrir moins qu'elle. Quand nous la dépassons enfin, je ne peux m'empêcher de crier de joie dans le vent, jouissant du succès des années de travail de notre équipe. Quand, exalté, mais épuisé, je cède la passerelle à Charrier, le vent et la mer s'enflent encore et la situation devient sérieuse. Dans notre abri précaire, nous sommes rudement bousculés.
Le repas devient acrobatique, tandis que les vagues s'écrasent contre la coque. Nous débouchons une bouteille de moulin à vent pour tromper notre inquiétude. Servez-vous, hein, on a... Dans ce bateau titubant, la bouteille est manipulée comme une bombe. Nous n'échangeons plus que quelques mots. L'atmosphère est pleine d'anxiété. En quelques heures, c'est le cauchemar. Charrier a entendu un bruit angoissant et constate aussitôt des fuites d'huile. Mais à l'intérieur du cylindre, une découverte bien plus amère l'attend. Les nouvelles soudures ont lâché. Elles ne servent plus à rien. Talon s'affaire à tendre de nouveau au banc, mais il faudra affronter la plus féroce des tempêtes du voyage avec une turbovoile hors d'usage. Cette nuit-là, l'ouragan fait rage et des vents de plus de 60 nœuds se déchaînent. À l'aube, à 2 jours seulement de New York, Cousteau appelle Calypso avec d'affligeantes nouvelles. Ça, le moulin à vent, Calypso, le moulin à vent. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé pendant la nuit. Vous savez qu'on a perdu le mât, mais je vais vous dire comment ça s'est passé. C'était pendant mon quart. Il y a un des tirants qu'on avait installé à l'intérieur pour renforcer les soudures qui a lâché. Et j'ai vu que le mât oscillait de plusieurs centimètres à la base. À ce moment-là, bien quand j'allais monter sur la passade, on a décidé que le mât allait tomber. Alors je suis venu vent arrière de façon à ce qu'il tombe vers l'avant, ce qui s'est passé quelques minutes après. Mais de toute façon, on ne laissait personne parce qu'il était tombé sur l'arrière, il risquait d'y avoir 1 ou 2 morts. Alors il est tombé sur l'avant et a disparu dans l'eau immédiatement. Le bateau n'a absolument aucun dommage. Mais évidemment, on n'a plus de radio, on n'a plus de satellite, À bord maintenant, nous sommes tous en pleine forme. On est un peu déçus bien sûr, mais on a le moral. Tu sais Jean-Michel, ce qu'on a perdu, ce n'est que la quincaillerie. Mais on n'a pas perdu confiance. Et nous recommençons. Alcyone. Pour son 2e voilier, Cousteau a choisi le nom de la 2e fille d'Éole. Moins de 18 mois après l'accident du moulin à vent, Alcyone, muni de 2 turbovoiles, quitte le port de La Rochelle pour New York. Le catamaran de fortune, qui a perdu la première turbovoile, fait place à une coque dessinée par Mauric dont la fine étrave fendra la vague. La double poupe assurera la stabilité. C'est à Bernard Deguy, un vétéran de la voile, qu'est confié le commandement d'Alcyone. Cousteau est déterminé à perfectionner l'invention de son équipe et à préfigurer avec Péchinet les bateaux de demain. Sur la passerelle, Cousteau vérifie les commandes qui orientent turbovoiles et volets. Les valeurs mesurées par des dizaines de détecteurs s'affichent sur l'écran d'un terminal. Au poste central, Denis Chalvet a introduit dans l'ordinateur les programmes qui prendront en charge le navire. Les moteurs d'Alcyone ne sont pas plombés, au contraire. Vent et moteur seront combinés pour assurer la meilleure efficacité. En agissant sur une touche, Cousteau confie à l'ordinateur toutes les opérations qui ajusteront automatiquement turbovoiles et moteurs pour maintenir un régime de croisière constant et permettre la plus grande économie de carburant. Alcyone, c'est à la fois le plaisir de la voile et une sérieuse percée technologique. Jour après jour, avec ou sans vent, elle avale ses 220 000 nautiques. Pendant que dans leur nouveau quartier spacieux et confortable, les 12 membres d'équipage s'appliquent à rester actifs à bord d'un navire complètement automatisé. Cousteau écrit « Alcyone pourrait faire la traversée sans nous ».
Bertrand Sillon règne désormais sur une cuisine plus fonctionnelle. Four à micro-ondes, compacteur de déchets, lave-vaisselle. Sans se soucier d'un jardin ou de jardinier, il confectionne en paix des tartes au citron. Alcyone, qui maintient sa vitesse de croisière, atteint l'île aux Chèvres, aux Açores, et se faufile dans le canal étroit qui divise l'île avant de s'élancer vers le grand large. Alcyone devient aussi une station de radio internationale, touchant une audience de plusieurs millions d'auditeurs. C'est Cousteau, sur Europe 1, qui diffuse les dernières nouvelles de la traversée. Entre les Açores et les Bermudes, nous arriverons le 5 au soir ou le 6 au matin. Nous avons du vent. Nous avons marché toute la journée d'hier à la voile. C'est le journaliste américain Len King, qui communique avec les USA par la station CNN News Atlanta. Et le journaliste russe Vladimir Krivotcheyev, qui envoie les nouvelles par Radio Moscou, épelant ici Sargasse à un correspondant perplexe. Semyon, Anna, Rodion, Grigori, Anna, Semyon, Olga, Vassili, Olga. Sargassova. La mer des Sargasses et ses légendes. L'Alcyone ralentit pour permettre à Preslin, Sion et le biologiste Murphy d'explorer un domaine autrefois chargé de mystères. D'après les récits des premiers navigateurs, les navires venaient périr ici, empêtrés dans la masse de ces algues flottantes. En fait, les sargasses, les algues qui dérivent à la surface d'une région aussi vaste que l'Europe, sont bien trop dispersées pour gêner le trafic maritime. Ces flottilles vivantes sont prisonnières d'un immense courant tourbillonnaire au centre de l'Atlantique tropical. Une foule de petites créatures trouvent un abri au cœur de ces prairies flottantes. L'une d'elles, le minuscule poisson des Sargasses, est parfaitement camouflé avec son corps hirsute dans cette jungle miniature. Il a l'air faible, inoffensif, mais c'est au contraire un féroce chasseur, bondissant de sa cachette pour capturer dans le plancton un gibier plus petit que lui, avant de se retirer dans sa tanière mouvante. Dans le désert de la haute mer, tout objet flottant devient une oasis, un point de ralliement pour les romanichels du grand large. En présence d'étranges poissons double-queue qui soufflent des bulles, les nomades hésitent à quitter leur havre dérivant. Chaque jour, nos plongeurs peuvent s'attarder au milieu des Sargasses. Alcyone, qui poursuit son périple vers New York, n'a pas besoin d'attendre. Elle est vite rattrapée. À 200 milles à l'est du Cap Hatteras, un fort vent d'ouest fournit à Alcyone l'occasion de faire ses preuves. Peu à peu, les données accumulées par notre ordinateur démontrent l'efficacité des turbovoiles. Par vent de 27 nœuds, nous maintenons notre allure à 11 nœuds, plus vite que nous espérions. Mieux encore, nos moteurs ne consomment plus que la moitié de ce qu'il faudrait sans vent.
Cela prouve que les navires de demain pourront réduire considérablement leur consommation, ainsi que la pollution de l'air et de l'eau. Cela s'arrose avec une bonne bouteille. C'est parti. Ok, would you mind? No. Au dehors, le pont est balayé par les embruns, tandis que je veille, confortablement installé devant mes instruments perfectionnés. Sur un voilier conventionnel de cette taille, plusieurs d'entre nous, trempés et gelés, seraient sur le pont affairés à régler les voiles. Avec les turbovoiles, ce pénible travail est confié à l'ordinateur. À 100 000 à l'est de New York, l'hélicoptère de Calypso décolle pour accueillir Alcyone après seulement 3 semaines de traversée. En virant autour du voilier, le pilote Bob Brombeck découvre qu'il n'est pas le premier à venir aux nouvelles. Un véritable comité d'accueil composé de plusieurs baleines, des rorquals et d'un troupeau de dauphins s'ébroue autour d'Alcyone. Bien entendu, les grandes baleines sont là pour ingurgiter des tonnes de plancton et de petits poissons, mais pour les alcyonautes émerveillés, c'est de toute évidence un joyeux signe d'intelligence entre coureurs d'océan. C'est maintenant le tour de la Calypso de souhaiter la bienvenue à Alcyone et de l'accompagner pour le parcours final. À l'aube d'un matin calme de juin, Alcyone passe le pont Verrazzano et entre dans l'avant-port de New York. De La Rochelle au quai tant attendu de Manhattan, il ne reste plus à parcourir que 4 milles de liesse. Enfin, les longues années d'obstination, d'épreuves et d'espérance laissent place à la joie. Entouré d'une kyrielle de navires, Alcyone est accueilli dans un fol enthousiasme par la ville de New York. Une poignée de fidèles quittent Calypso et les embarcations voisines pour monter à bord d'Alcyone. Les alcyonautes sont alors confrontés au flot de questions de leurs amis et de marins confirmés comme Ted Turner.
Alors que le passé et l'avenir naviguent bord à bord, les trois inventeurs de la turbovoile, Malavar, Cousteau et Charrier, savourent ensemble un grand moment de bonheur. Alcyon accostera à South Street Seaport, le plus vieux quai de New York, où s'amarraient jadis les grands voiliers, trois-mâts barques, goélettes et clippers de la route du thé. Acclamés comme les pionniers d'un nouvel âge de la voile, l'équipe Cousteau reçoit les clés de la ville de New York des mains de son maire, Edward Koch. City of New York. He is Admiral Cousteau. Step up, Admiral. Come. Sir. City of New York. We hereby present this certificate of appreciation to Admiral Jacques E. Cousteau. Ainsi se termine le voyage inaugural d'Alcyon sous une tempête de ballons, modernes offrandes au dieu Éole. Cette petite physalie, dite vaisseau de guerre portugais, utilisait le vent avec sa voile gonflée d'air bien avant que l'homme ne fabrique les premières voiles en papyrus. Cousteau est convaincu que le temps est venu de réinventer la voile antique et de maîtriser plus efficacement cette source d'énergie gratuite et inépuisable. Son équipe prépare maintenant des projets pour équiper de turbovoiles des gros navires de commerce. Pour Alcyon, les essais sont terminés. Promue plateforme itinérante pour la plongée et la recherche scientifique, elle permettra désormais à l'équipe Cousteau d'intensifier ses efforts pour mieux connaître le monde marin. Ayant achevé nos études sur la propulsion éolienne, nous retournons au domaine de recherche que nous poursuivons avec ferveur depuis plus de 40 ans. Nous entamons un programme aussi ambitieux que tous ceux que nous avons entrepris jusqu'ici. Une expédition de 5 ans dans toutes les mers du monde avec Calypso et sa nouvelle petite sœur Alcyon. Ici, dans le vaste musée de la mer, nous posons nos mains sur les restes concrétionnés de navires qu'utilisaient les explorateurs d'autrefois. Mais si les vestiges d'autres époques sont conservés par la mer qui les a engloutis, le monde au-dessus d'eux a subi des changements considérables. Notre but est de redécouvrir le monde du silence que nous croyons connaître, d'enregistrer ces changements, d'imaginer l'avenir, de plonger dans les mystères et les merveilles qui demeurent. Les ressources limitées du monde que nous explorons à nouveau appartiennent aux générations à venir. Il nous faudra réinventer nos machines, nos façons de vivre, allier le meilleur du passé et du futur, comme le fait Alcyon, poussé par les vents du vieil Éole, mais gouverné par des ordinateurs aussi précis et aussi sensibles que l'instinct d'un oiseau de mer.
Cap Horn, le plus terrifiant passage maritime du monde. À l'extrême pointe de l'Amérique du Sud finissent de pourrir les ultimes victimes du Cap Horn. De nombreux navires n'ont même pas eu cette chance, disparus corps et biens par centaines et leurs marins par milliers, engloutis par de vertigineux maelstroms dans les eaux déchaînées de l'univers glacé du Grand Sud. Dans ce domaine du vent et de la solitude, vivent les exilés de la nature, d'étranges créatures de l'ombre. L'équipe Cousteau s'apprête à explorer un royaume que ne soupçonnèrent même pas les Caporniers, une nature d'une luxuriante et bizarre beauté, bien surprenante sous les furies de la surface. Les plongeurs apprendront à leurs dépens que la menace est réelle. Cette mer perfide qui perdit Clipper et Grand Voilier va mettre en danger le nouveau bateau à vent de l'équipe Cousteau, le blesser, presque le couler. Ainsi commence cette redécouverte du Cap Horn, par un défi au vent au-dessus de la mer, et par une enquête sur les mystères de la vie sous les eaux les plus dangereuses du monde. « 15 décembre, cap au sud, à bord du bateau à vent Alcyone. Le long de la côte de l'Argentine, de nouvelles combinaisons de plongées étanches sont essayées. Elles isoleront les plongeurs dans des eaux tellement glaciales qu'un homme non protégé y périrait en quelques minutes. C'est la première occasion de faire connaissance des créatures marines qui réussissent à survivre dans les mers glaciales de ce sud oublié. En descendant, l'équipe croise un nomade des profondeurs, une méduse. Elle pulse comme un cœur primitif, en dérivant dans le courant. Le fond est peuplé d'une quantité de petites galatées. Ce sont des crustacés, des cousines des crabes. Effrayée, elle s'enfuit à l'aveuglette. L'une d'entre elles a pris une coquille Saint-Jacques pour un caillou, ce qui met en mouvement le fond de la mer dans un insolite envol de coquillages. Pour un peu d'espace sur ces fonds encombrés, tout ce qui vit bouscule les voisins. Une forme étrange louvoie derrière les plongeurs. Ni anguille, ni serpent. C'est un des poissons les plus primitifs du monde. Une relique de l'ère paléozoïque, appelée myxine. Aveugle, dépourvue de mâchoires, l'espèce se nourrit des entrailles des poissons morts ou moribonds, gisant au fond de la mer.
Bien camouflé, une sorte de rascasse considère l'intrus bizarre qui pénètre dans son royaume glacé. Il est moins inquiet de l'apparence de la bête que de ses bulles. Tandis que passent les jours, l'équipe s'affaire autour des instruments et de l'ordinateur de l'Alcyone. Bientôt, ce bateau révolutionnaire devra subir les derniers essais de son système de propulsion par turbovoile. Un test pour la conception, les mécanismes et les hommes. Cette nuit n'est pas une nuit comme les autres. C'est celle du réveillon. Nous sommes à la veille de Noël, à 9000 milles de chez soi, à 200 milles du Cap Horn. On trinque aux êtres chers qui sont loin, ou au succès des futures plongées. Au cours de la première semaine de janvier, l'Alcyone va et vient dans les chenaux glacés de la Terre de Feu. On instaure une sérieuse veille aux avalanches, tandis que le navire s'approche d'un imposant complexe de glaciers enserré dans les fjords de la chaîne des Andes. L'équipe est consciente qu'il y a là autant de danger que de splendeur. Ici, les énormes vagues provoquées par d'imprévisibles éboulements de glaciers ont menacé les premiers explorateurs et souvent balayé leurs frêles navires. Afin de voir les choses de plus près, Dominique Sumian et Ange Le Gall grimpent dans un Zodiac. Tandis que les deux hommes regardent, des séries d'éboulements commencent. D'abord, un bruit de mauvais augure. Et soudain, un autre vacarme. Un bloc grand comme un immeuble de 10 étages s'effondre devant eux. Audacieux mais pas téméraire, Le Gall et Sumian reviennent au bateau. L'Alcyone approche de sa destination. Comme au temps des clippers avant le canal de Panama, elle a navigué plein sud pour longer la partie la plus australe de l'Amérique. C'était jadis la seule route maritime pour passer de l'Atlantique au Pacifique. Les cartes marines signalent un semi-d'île à l'extrémité du continent américain. La dernière est une terre dénudée appelée île Horn. À quelques milles du Cap Horn, une soudaine rafale fait craindre le pire. Sorti tout droit de la mythologie, un pétrel géant apparaît. Pour les marins de tous les temps, cet oiseau est un mauvais présage. L'anémomètre indique des pointes à 50 nœuds. Presque la tempête. Pour Cousteau et le capitaine Bernard Deguy, cette bourrasque est l'occasion de tester l'Alcyone. Est-elle capable de tenir la mer face aux ouragans du Cap Horn ? Quoique ballottée durement, l'Alcyone tient bon, tandis qu'apparaît droit devant le légendaire Cap Horn baigné de soleil. L'appel provient d'un petit poste de veille sur l'île Horn.
L'endroit est occupé par 2 officiers de la marine chilienne. Ces gardiens solitaires tiennent, pour la postérité et pour leur gouvernement, le registre officiel des rares bateaux qui doublent le Cap Horn. I suppose I arrive in 20 minutes approximately, and I stay in this area for 2 or 3 days. Okay. Thank you very much for information. Welcome in Cape Horn. Pour Jean-Michel, c'est un moment d'excitation mêlée de rêverie. Pour des hommes comme nous qui aimons la mer, la face rocheuse du Cap Horn est davantage un monument aux morts qu'une montagne. Nous passons avec respect devant ce cimetière marin. Même dans ce calme relatif, nous sentons la puissance prodigieuse de l'eau et du vent. Nous imaginons les batailles désespérées qui se sont déroulées ici depuis 400 ans. Personne ne sait combien de milliers d'hommes ont péri là, qui n'étaient parfois que des enfants, partis pour le Horn, mais arrivés nulle part. Ce ne sont pas des fantômes que nous rencontrons ici, mais des otaries. Comme le temps se maintient, l'équipe effectue une plongée devant le Horn, probablement la première incursion sous-marine qui ait jamais été tentée ici. Courant et contre-courant secouent les plongeurs. Scooter en main, 2 plongeurs jusque dans ces eaux, il est plus sage de conduire que de nager. Et voilà, François Sarano et Clay Wilcox deviennent les premiers hommes à avoir doublé le Cap Horn en scooter marin électrique. Soudain, la mer froide et vide devient un terrain de jeu. Intrigués par notre présence insolite, les otaries tournent autour de nous avec agilité. Là où se rejoignent les 2 grands océans, 2 espèces vivantes se rencontrent, elles aussi brièvement. Elles se contemplent avec étonnement malgré le gouffre évolutif qui les sépare. Émergeant pour me situer, j'aperçois dans le lointain le phare du Cap Horn. Une phrase de Jules Verne me revient en mémoire. Ici, seule une lumière bat qui signale le bout du monde. Une équipe dirigée par Jean-Michel Cousteau quitte l'Alcyone pour débarquer sur la côte orientale du Cap Horn. Le but de ce voyage de redécouverte n'est pas tant de faire revivre les légendes de mort du Cap Horn, mais bien plus d'en étudier la faune si peu connue au-dessus et au-dessous de la mer. Tandis que l'Alcyone explore la côte, l'équipe va reconnaître l'île. Elle commencera par escalader le sommet du Horn. L'équipe se trouve à présent, depuis quelque continent que ce soit, sur le point le plus proche de l'Antarctique, sur l'ultime crête de la cordillère des Andes, là où elle s'enfonce dans la mer. Pour tous les marins du monde, c'est une côte à éviter, pas à explorer. La légendaire île Horn n'est rien d'autre au bout du compte qu'un bloc de roches couvert de tourbes et de broussailles, sûrement l'un des endroits les plus hostiles de la Terre. Tandis que nous approchons du sommet, une sorte d'excitation familière s'empare de l'équipe, celle qu'on ressent lorsqu'on se trouve là où peu d'hommes ont passé. Notre petit bateau s'approche. Il apporte des nouvelles qui vont changer notre joie en tristesse. L'information est parvenue jusqu'à nous par satellite.
la navette spatiale Challenger a explosé il y a 1 heure à peine. Notre cœur se serre. Quelle ironie amère d'apprendre ce drame devant le passage maritime qui fut si tragiquement fatal à tant de découvreurs. Challenger n'a-t-elle pas disparu, comme une nef moderne au seuil d'un monde inconnu et hostile? Comme les aventuriers de la mer sur leur fragile caravelle, l'équipage de la navette partait pour explorer l'univers, voir la Terre de plus loin, là où elle est la plus belle. Les voyageurs qui périrent ici étaient loin des leurs. Au fur et à mesure que les mois passaient, les familles perdaient espoir. Aujourd'hui, au bout du monde, nous pleurons brusquement la perte d'un vaisseau de l'espace. Les 2 officiers mariniers qui assurent la garde au Cap Horn nous invitent à célébrer un service religieux à la mémoire des astronautes dans leur minuscule chapelle. Notre ami, l'amiral chilien Charles Lemay, qui nous accompagne sur l'Alcyone, lit une prière de la Bible. Français, Américains, Chiliens, sous le choc, nous retrouvons nos implorations d'enfants. Nous redisons les paroles de nos lointains ancêtres judéo-chrétiens dans nos 3 langues. Pendant quelques minutes, dans une petite bâtisse du bout du monde, les barrières de langue et de nationalité s'estompent. Nous ne sommes que des individus d'une même espèce, avec le même cœur, tous mortels, tous unis dans la surprise et dans la peine. Hasta ahora había sido un éxito para los Estados Unidos. Depuis l'Alcyone, en ce même après-midi, nous plongeons pour explorer les lits de kelp qui sont très denses par ici. Nous tournons encore nos pensées vers les 7 astronautes disparus. Ils étaient comme nous des explorateurs. Ils avaient accepté le risque de la découverte de l'inconnu. Ils regardaient en haut vers l'infini des cieux. Nous regardons en bas à travers la mer, pour nous sans limite. L'équipe découvre dans les eaux du Cap Horn, contrairement à ce qui se passe à la surface, une vie intense. Des éponges en forme de chapelet de saucisses, une jungle d'algues, des courants qui servent des banquets de plancton aux résidents ou aux nomades de la mer. Nourris par ces riches courants, des foules de minuscules concombres de mer ont fait le long des stipes de kelp des immeubles en copropriété. L'équipe se déplace à travers une épaisse forêt qui ondule dans la brise liquide. Cette forêt est à la fois un froid sanctuaire de vie et un terrain de chasse. Plus tard, Joe Guillou découvre un visiteur inattendu. Peut-être curieux, peut-être fatigué, certainement pas peureux. Une otarie a escaladé le Zodiac comme s'il voulait indiquer qu'il est là, disponible pour le cas où on aurait besoin d'un plongeur très expérimenté.
équipe depuis si longtemps en mer, le nouvel arrivant fournit un intermède bienvenu. Mais ce qui intéresse surtout la star, c'est une petite sieste au soleil. Elle n'est impressionnée ni par son nouveau public, ni par des équipements assez inconfortables. Le monde et des humains semblent d'un tel ennui. Le visiteur décide de retourner chez lui. Sur ces dures mers du Sud que bravèrent les voiliers de bois à gréement carré, l'Alcyone, bateau à vent à coque d'aluminium, poursuit sa mission et ses essais. À la passerelle, Cousteau et son fils Jean-Michel choisissent un cap à l'est-nord-est qui les mènera jusqu'aux îles Falkland, où jadis les navires endommagés dans les parages du Horn venaient réparer leurs avaries. Le but, c'est la petite île Beauchêne, la plus esselée des Falklands. Un havre de paix, non pas pour les marins, mais pour les oiseaux de mer. Bon, mais il faut que tu choisisses tes coéquipiers. Moi, je crois que c'est pas mal d'avoir, en dehors de la caméra et du son, d'avoir Dominique et puis bien sûr François. Jean-Michel et 3 équipiers s'apprêtent à dresser un camp sur Beauchêne. Les falaises calcaires dont ils s'approchent sont rarement visitées. Le gouvernement des Falklands a fait de Beauchêne une réserve naturelle où il est interdit de mettre pied à terre, sauf aux scientifiques et à l'équipe de l'Alcyone. Notre arrivée coïncide avec le retour de la chasse des Gorfoussauteurs. Ils atterrissent dans les brisants, sur les rochers glissants, parmi les algues enchevêtrées. La vie, pour eux, ne semble pas facile. Dans l'eau, ils sont aussi gracieux que des dauphins. Et les pingouins de Beauchêne doivent lutter pour sortir de la mer. Ils sont emportés par le ressac chaque fois qu'ils semblent avoir réussi. Par contre, hors de l'eau, les Gorfoussauteurs sont les plus agiles de tous les pingouins. Ils comptent aussi parmi les plus petits, environ 60 cm de haut. Ici, chaque printemps, ils sortent de la mer pour se reproduire. C'est la plus grande colonie de Gorfoussauteurs du monde. Où vont-ils durant les 6 autres mois de l'année? Cela reste un mystère. Beauchêne nous semble désolé. Mais nous savons que les eaux froides qui entourent cette île regorgent de calmars et de crevettes. Aux oiseaux qui font ici leur nid, le grand large procure à la fois la nourriture et la sécurité de l'isolement. Il ne faut pas longtemps à un comité d'inspection pour venir voir qui sont les intrus. Cette même curiosité qui nous amuse fait des pingouins des cibles faciles.
Aujourd'hui comme hier, des dizaines de milliers de ces oiseaux sont massacrés dans les mers australes, pour leur chair ou pour leur huile. Ils charment même leurs bourreaux. Un marin écrivait qu'ils se tiennent debout comme des enfants en tablier blanc. Un autre curieux, un caracara, rapace de légende. En se faufilant à travers de très hautes herbes en touffe, Jean-Michel tente de s'approcher de l'oiseau sans oublier sa réputation. Les marins qui doublaient le Cap Horn prétendaient que le caracara crevait les yeux des hommes tombés à la mer. Ici, ces cousins du faucon font leur nid sur les hauteurs. Ils foncent en piquer sur les œufs ou les poussins mal surveillés. Mais eux aussi sont des parents qui s'inquiètent à l'arrivée des intrus. Pour observer un poussin caracara, il est prudent de garder un œil sur sa mère. L'avertissement a été compris. Le petit caracara sera laissé en paix, juste un peu ahuri. Jean-Michel et ses nouveaux amis contemplent un rassemblement phénoménal d'oiseaux. Plus d'1 million de pingouins, d'albatros, de cormorans mêlés les uns aux autres, en une foule si vaste qu'elle semble couvrir l'île. Chaque printemps, à Beauchêne, l'arrivée des oiseaux de mer fait d'une terre déserte une roquerie agitée. Des oisillons d'albatros se tiennent perchés au sommet du nid debout construit par leurs parents. Les gorfous sauteurs se protègent du vent derrière ces monticules. Les plus grands et les plus nobles oiseaux de Beauchêne, les albatros à sourcils noirs, exercent leur empire sur ces colonies. À l'aise dans les tempêtes, les albatros sont handicapés au sol. Pour décoller, ils doivent courir et prendre de la vitesse comme un avion long courrier, ce qui n'est pas facile avec ses ailes de plus de 2,40 mètres. Les autres espèces le savent et se tiennent à distance. Elles laissent aux albatros une piste d'envol. En traversant l'île, nous remarquons un caracara, perché, prêt à fondre sur la première proie. Au-dessous de lui, une crevasse rocheuse, un albatros est tombé, pris au piège, incapable de courir pour reprendre son vol. Si nous n'étions pas ici, l'oiseau serait condamné. Bien que nous respections la plus stricte neutralité dans la nature, je décide d'intervenir. Le caracara sera frustré. Je me demande ce que ce formidable voyageur a vu dans ses vagabondages. L'Atlantique Nord, peut-être, ou l'ouest de l'Afrique. Un albatros peut vivre plus de 50 ans. C'est un oiseau errant qui accomplit des milliers de milles chaque année. Mais ce prince des nuages, comme l'appelle le poète, a failli perdre la vie dans une étroite prison rocheuse. Reconnaissant ou simplement perplexe, le prince permet à un admirateur de lui offrir son amitié.
En explorant les rivages de l'île Beauchêne, l'équipe découvre un long tunnel conduisant à un petit étang fermé d'eau salée. Poussés par la curiosité, les hommes s'enfoncent dans la mystérieuse galerie où leur zodiaque passe tout juste. Ils plongent dans la vasque sans se douter de ce qui les attend. Une tempête de créatures transparentes, lumineuses et diaprées. L'équipe nage comme dans une fantasmagorie parmi ces délicats voyageurs du plancton. Salpes, siphonophores, méduses, que les marées et les courants ont accumulés dans cette alcôve rocheuse. Certains de ces animaux évoquent des astronefs en vol stationnaire. Un cténophore passe. Sa frange irisée ondule dans la nuit cosmique. Bien qu'ils semblent appartenir à un autre monde, la plupart d'entre eux sont de lointains petits cousins à nous. Leur corps n'est guère qu'un tissu d'eau organisé, mais certains possèdent une corde dorsale molle qui préfigure la colonne vertébrale des animaux supérieurs, des mammifères. Les pingouins de l'île Beauchêne effectuent chaque jour de nombreuses expéditions de pêche. L'entrée dans l'eau peut être aussi difficile que la sortie, car ils doivent emprunter des sentiers rendus glissants par les algues et l'huile de leurs plumes. Mais dans l'eau, leurs ailes deviennent nageoires, leurs pattes gouvernail. Ici, les petits corfons sauteurs révèlent leur maîtrise de l'eau. Ils foncent comme des fusées dans le vaste océan. Par leur vitesse et leur agilité, ce sont les hirondelles de la mer. Aux environs du Cap Horn, devant la caméra, un crabe royal du Sud déambule lourdement sur le fond. Pour les plongeurs, c'est la routine quotidienne, l'entrée en contact avec les curiosités de la mer. En surface, l'équipe observe de quelle façon les pêcheurs capturent cette marchandise de valeur. Les données sont réunies, les questions posées, une séquence est esquissée. Une journée sans histoire. Mais alors qu'il suivait dans son sillage un navire pêcheur de crabes, le capitaine Deguy est soucieux. Dans ces parages, aucune carte ne détaille les fonds. Soudain, une brève image sur le sonar, puis plus rien. Et une méchante secousse qui fait tout basculer. Le bateau a heurté un écueil caché, renversant hommes et matériel. En dégageant un panneau du plancher, le chef ingénieur Joe Guillou découvre que le bateau prend l'eau rapidement. L'Alcyone est en danger, loin de toute civilisation. Les plongeurs descendent aussitôt sous la coque pour évaluer la gravité des avaries. Tandis qu'à bord, on s'active à pomper et à fermer les cloisons étanches pour limiter les dégâts.
Sarano et Wilcox ont inspecté une brèche dans la quille tribord. La partie longitudinale, quand il descend, là, Un trou grand comme un masque de plongée. Les soudures verticalement, mais pas à la base de la quille sur la coque. Pas à la base de la quille, enfin disons que c'est pas visible sous la peinture. Arraché aussi dans la collision, le transducteur du sonar tribord. Les deux plongeurs redescendent pour tenter de colmater la brèche avec un ciment plastique. Allô? Oui? Grâce à la liaison téléphonique d'Alcyon par satellite, un appel d'urgence est envoyé à Paris au commandant Cousteau, qui a quitté l'expédition depuis peu. Ne t'inquiète pas, il n'y a aucun problème de vie humaine, mais on a eu un gros problème. Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, on a cogné un rocher en suivant un chalutier. Alors, oui. Alors, on est dessus, on fait beaucoup d'eau, mais on a quand même ralenti maintenant les pompes étales. Et ben, on est là, on va avoir besoin d'assistance. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais lancer la machine. De Paris, en quelques heures, Cousteau va mettre sur pied une équipe de secours à l'autre bout du monde. Et il va falloir qu'on lance la marine chilienne là-dessus. Hein. Et bientôt, un hélicoptère de la marine chilienne atterrit à proximité du lieu de l'accident, à la suite d'une série d'appels entre Paris, New York, Los Angeles et Punta Arenas dans le sud du Chili. Il apporte un ciment marin à prise rapide qui va permettre de colmater temporairement la quille de l'Alcyon et d'arriver jusqu'à la cale sèche la plus proche, à 3 jours de mer du lieu de l'accident. Tandis que le ciment durcit, Wilcox plonge sur le rocher qui a failli signifier la perte du nouveau bateau à vent. Il trouve, au milieu d'algues encroutantes, quelques souvenirs à rapporter à la maison, comme des copeaux de peinture et des fragments d'aluminium tordus. Des pompes étales, là. Non, il n'y a pas de problème. Le gars annonce que le ciment a bien pris et tient le coup. Le débit des pompes permet maintenant d'évacuer l'eau qui entre encore dans la coque. L'équipe va désormais faire route vers le nord afin d'effectuer une réparation sérieuse au chantier naval de Punta Arenas, au Chili. À bord d'une épave de clipper reconvertie en club d'officiers, la marine chilienne accueille l'équipe Cousteau à Punta Arenas. Elle est curieuse d'en savoir davantage sur les péripéties du voyage de l'Alcyon. Une fois apaisée l'émotion de ce qui aurait pu être un désastre, l'équipe se détend. Plus concernés que jamais par les épaves, les hommes tirent des plans pour une ultime plongée. Quelque part sous ce linceul d'algues géantes repose un clipper qui fut attendu longtemps dans un port, puis porté disparu, puis oublié. L'épave a été découverte il y a peu de temps. Elle gît, mystérieuse et superbe, comme une cathédrale engloutie. Nous avons exploré d'autres épaves inconnues, mais celle-ci, ensevelie dans cette forêt mouvante, près du Horn, hante nos pensées. Notre fier bateau à vent aurait pu connaître le même tombeau, dans des guirlandes vertes livrées aux poissons. Les hommes qui arpentèrent le pont où nous nageons à présent ont dû affronter les mers perfides du Cap Horn sans disposer des techniques qui nous ont sauvés. Leur vaisseau n'avait ni radio, ni téléphone, ni liaison satellite avec le port d'attache,
ou de lointains sauveteurs. En son temps, fierté des ingénieurs, cet élégant clipper a rejoint le monde du silence, sans même avoir pu envoyer un seul message aux hommes. L'isolement était le lot des navigateurs. Ils l'acceptaient comme un élément de la vie marine qu'ils chérissaient. L'équipage de ce clipper s'engagea pour doubler le Cap Horn. Le bâtiment coula corps et biens dans une furie de vent et de vagues. Ces marins disparurent dans la solitude de cette mer qu'ils aimaient. En se promenant sur le rivage rocheux de l'îlot Beauchêne, Jean-Michel avait trouvé de nombreux flotteurs de filets de pêche. Un indice qui ne trompe pas. Les oiseaux n'étaient pas les seuls à chasser par ici. Venus des latitudes australes, les oiseaux de mer migrent dans ces eaux, où la mer dispense généreusement la manne qui nourrira les générations à venir. Ils ont survécu jusqu'ici dans cette solitude. Guidés par l'instinct ancestral, dotés par l'évolution des organes nécessaires, chaque parent est une petite usine volante, capable de traiter la nourriture marine qu'elle attrape et de la restituer à la demande aux petits affamés. Pour beaucoup de ces chasseurs, le premier don de vie des mers australes est le calmar. Ce petit mollusque au corps opalescent et musclé est une riche source de protéines. Chaque nuit, ces minuscules vaisseaux à réaction des profondeurs montent en surface pour se nourrir et deviennent festin vital pour d'autres. Pour le lion de mer qui a visité notre zodiaque, pour l'albatros princier, pour d'innombrables bébés affamés de vivre. Les œufs gélatineux des calmars sont une promesse de prospérité. Mais aujourd'hui, l'abondance de la mer est menacée. Cette nuit, nous sommes témoins d'une scène inquiétante. La nourriture des oiseaux et des lions de mer est désormais massivement exploitée par plus de 150 grands navires d'une cinquantaine de pays. Certains d'entre eux remontent une tonne de calmars par minute, probablement davantage que la nature n'en renouvelle. Dans ces mers dangereuses, c'est la technique des hommes qui nous a protégés. Mais elle obscurcit aussi l'avenir des élégantes créatures que nous laissons derrière nous.